sur la virtualité immersive. Donc moi je m'appelle Laurent Valédier, j'ai aujourd'hui une double casquette. J'étais ancien PDG de Cartoon, donc c'était un métamoteur cartographique. J'avais une spécialisation dans la recherche d'informations, la visualisation d'informations. J'ai changé de métier, je suis maintenant responsable d'un centre de réalité virtuelle à Clermont-Ferrand. Et on m'a demandé d'animer aujourd'hui une conférence, enfin de l'organiser, autour d'un thème qui est un petit peu particulier, c'est comment on utilise les nouvelles interfaces de la réalité virtuelle pour gérer de l'information, c'est-à-dire la rechercher, naviguer à l'intérieur, comment ces nouvelles interfaces peuvent amener quelque chose au système d'information qui sont utilisés ici sur ce salon, c'est-à-dire la veille, la recherche d'information, l'intelligence économique, toutes ces thématiques-là, comment on peut les traiter avec de la réalité virtuelle. Entre-temps, il y a eu quelque chose qui nous a donné un petit peu raison de monter cette conférence-là. C'est le rachat, évidemment, d'Exalid par Dassault Systèmes. Donc aujourd'hui, on va avoir la chance d'avoir deux experts, on va dire, des deux domaines assez différents. Et ce sera, à mon avis, intéressant d'avoir leur point de vue à tous les deux sur le sujet. Donc on a David Naon, qui est ici présent, qui est responsable de la virtualité immersive chez Dassault Systèmes, je crois que c'est ça, et qui nous parlera de ce sujet. Et puis, j'ai également demandé à Claude Aschenbrunner, qui travaille qui est le rédacteur en chef du site Serial Mapper, qui est un expert en cartographie d'informations, en visualisation d'informations. Je vais lui demander un petit peu de resituer ça dans le contexte des interfaces 3D qui auraient pu être déjà utilisées pour visualiser de l'information, pour gérer de l'information. Voilà. Donc je vais tout simplement leur céder la place, puis je reviendrai tout à l'heure pour animer un débat entre ces deux experts. Voilà, je vous remercie. Bonjour. Donc je vais introduire cette séance par un bref exposé sur les nouvelles interfaces, la 3D et la cartographie de l'information. Bon, il est clair que dans ce bref tour d'horizon, je ne prétends pas épuiser le sujet. Donc ces quelques slides en fait vont être divisés en deux parties. Dans un premier temps, je ferai un zoom sur l'utilisation traditionnelle, on va dire, de la 3D en cartographie d'information. Et dans un deuxième temps, on verra ce que les acquis de la cartographie de l'information peuvent apporter ou non, à mon sens, aux nouvelles interfaces et notamment à la virtualité immersive. Donc avec David, parce que j'ai vu sa présentation avant, je pense qu'on va être un petit peu dans l'hyper-modernité. Donc moi, je ne vais pas me priver du plaisir d'illustrer certains aspects de ma présentation avec des exemples issus des siècles précédents. Voilà. Alors, première petite slide, le passage d'essayer de faire la 3D en 2D. Ben, il est clair que ce n'est pas évident. Hein. On se rappelle tous que la Renaissance européenne a passé une bonne partie de son temps à essayer de résoudre le problème, et pas simplement sur le plan artistique, mais également sur le plan cognitif, du passage à la perspective. Donc c'est tout sauf intuitif. On peut illustrer ça peut-être plus précisément, par un tableau donc, qui date du XVIIe siècle, qui s'intitule Les cinq sens, parce qu'évidemment, vous voyez, il y a le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vision. Mais c'est évidemment pas pour ça qui nous intéresse ici, mais parce que c'est un des premiers exemples de représentation en 3D. C'est un petit peu un chef-d'œuvre dans le domaine, puisqu'il y a beaucoup d'aspects là qui sont illustrés. Alors si on regarde un petit peu attentivement le tableau, on voit un certain nombre de choses. Par exemple, le dispositif là qui est au centre sur le mur, ici, en fait, on n'est pas trop capable de dire s'il s'agit véritablement d'un coffre ou d'un trompe-l'œil. De la même façon, quelques secondes, en conférence expert vient de démarrer. Donc,
actuellement, c'est la solution Kairos. Il est illustré et un rendez-vous tout de suite en salle conférence expert. Donc je reprends ma petite illustration des choses trappes de la 3D. Ici, vous avez quelque chose qu'un regard non initié pourrait qualifier d'outre. Évidemment, il y a une partition dessus, etc. Donc on devine que c'est un instrument de musique. Maintenant, dans cet instrument de musique, il y a une partie qui est cachée. Manifestement, il est posé du côté des cordes. Maintenant, si visuellement vous faites l'effort mentalement de faire tourner cet objet dans votre tête, vous voyez tout de suite que c'est un processus qui n'est pas évident, qui est lourd sur le plan cognitif et sur lequel d'ailleurs les êtres humains, autant sur la visualisation est à peu près égaux, autant sur la capacité à manipuler des objets dans l'espace, il y a vraiment des différences d'une personne à l'autre. Encore une petite chose, et ce n'est pas qu'une anecdote, vous voyez qu'au fond vous avez un personnage avec une ombre portée, et il est clair que quand vous avez une ombre portée, vous n'êtes pas capable, vous voyez l'ombre, de reconstituer la forme en 3D. Une forme géométrique, oui, une forme en 3D, non. Et pour terminer ce petit parcours introductif, vous avez au centre donc un échiquier donc avec l'effet damier bien connu. Et là, vous avez immédiatement les choses de la perspective. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce type de représentation. Et ça, c'est un indice important qu'on va retrouver quelques slides plus loin. Alors, on arrive quand même effectivement à l'utilisation donc de la 3D en matière de veille, de pratique documentaire, de cartographie de l'information. Donc, je pense que certains d'entre vous se rappellent de ce type de dispositifs, donc, qui sont apparus dès les débuts d'Internet et dès les débuts de l'informatique personnelle. Donc, puisque ce sont des choses qui datent des années 90, alors j'aurais pu prendre d'autres exemples, mais ça fait partie effectivement de l'archéologie et des cimetières de choses où, quand elles sont sorties au début, tout le monde s'est dit waouh, mais quelques années après, on se rend compte qu'elles sont un peu restées lettres mortes et elles n'ont pas donné les pratiques et les utilisations auxquelles on pouvait s'attendre. Ceci dit, il ne faut pas porter un regard uniquement rétrospectif et nostalgique. Il y a encore aujourd'hui des tentatives d'utilisation de la 3D, bien sûr, en dehors de ce qu'on va voir, virtualité immersive, etc. Vous avez par exemple un outil qui s'appelle Topic Space et qui prétend représenter les caractéristiques en 3D. Donc je suppose que vous êtes tous familiers, vous êtes tous pour voir une map ou caractéristique, hein, c'est la même chose avec le côté branche. Et là, c'est une technique qui, par un simple coup de couche logicielle, représente une caractéristique avec des volumes. Vous voyez tout de suite, d'ailleurs, immédiatement, une des choses trappes de la 3D quand on essaye de le mettre en mode plan, en mode 2D, et c'est que quand vous êtes derrière quelque chose, on ne vous voit plus. Donc vous avez au milieu la parentrophe, vous ne savez pas ce que c'est par rapport à current topic. Si on poursuit notre petit parcours donc, sur l'utilisation de la 3D en matière de cartographie de l'information. En fait, à mon sens, et dans mon expérience, je pense, des success stories de la 3D dans le domaine qui nous préoccupe, c'est ce qu'on appelle la pseudo-perspective ou la vue isométrique. Donc ça consiste en fait, avec une série de figures géométriques de type rectangle ou carré, de tout mettre à 30 degrés pour les techniciens. Et en fait, on appelle ça également vue d'oiseau, vue d'aigle, parce que c'est effectivement une vue en plongée.
Et vous voyez tout de suite, alors l'exemple ici, c'est le site Britannica, que quand vous voulez représenter différents niveaux, des hiérarchies, des liaisons, etc., vous avez tout de suite un effet de clarté. Vous avez à la fois, vous vous rendez compte que c'est complexe, et en même temps, vous n'avez pas de difficulté, c'est élégant, vous avez envie de rentrer dedans. Donc un des spécialistes de la chose, c'est Paul Kahn, qui a de l'agence KEA, qui a fait beaucoup de choses dans ce domaine. Donc si vous voulez avoir des exemples, je vous incite à vous reporter à leur site internet. Alors, ce qui est très intéressant et instructif, c'est qu'en fait, en faisant ça, on redécouvre une vieille technique. Puisque donc, le plan de turbo de Paris, qui date du 18e, que vous avez sans doute tous vu, qui est quelque chose de monumental, puisque en version originale, ça tient l'équivalent d'un mur. Et en détail, vous avez ceci. Donc une somme incroyable de détails, puisque vous avez l'impression que chaque fenêtre est représentée. Et ça, c'est quelque chose qui nous donne un indice contre-intuitif, puisque là, pour rajouter de la clarté, on a rajouté du détail. C'est-à-dire que si vous avez donné comme cahier des charges de dire vous faites un plan de Paris où quasiment chaque fenêtre est représentée, c'est quelque chose qui vous aurait paru impossible et stupide. En fait, non. Et pourquoi? Parce qu'on a pris les bonnes décisions de mise en scène et parce qu'on a utilisé la pseudo-perspective. Donc, là comme ailleurs, il faut se méfier des idées reçues. Il y a des choses qui sont contre-intuitives qui marchent très bien. On va continuer notre parcours avec une deuxième vision de la 3D. Alors là, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à très récemment. Là, vous avez ici deux exemples. Asymptote, qui n'existe plus, qui avait fait ça au milieu des années 2000. Donc là, c'est plus de la donnée quantitative, mais ça pourrait être aussi de la carte d'info. Il s'agit de représenter des éléments statistiques. Donc c'est quelque chose qui est très séduisant quand vous les regardez comme ça, mais qui n'est pas du tout intuitif à interpréter, en fait. Et la meilleure preuve, c'est que ces choses-là, même si elles ont été très célèbres, très publiées en leur temps, n'ont pas été pérennes. Simplement, maintenant, la donne va peut-être changer. Donc, à côté de la virtualité immersive, ou peut-être avec d'ailleurs, vous avez quelque chose qui est en train d'apparaître. Oui. Pardon. Ce que vous voyez là, c'est tout simplement une imprimante 3D c'est des choses qui sont opérationnelles, qui valent quelques centaines d'euros. Bon, je ne suis pas encore bien sûr qu'on puisse réaliser des choses aussi évoluées avec cette imprimante-là, mais c'est aussi une des possibilités, quelque chose qu'il va falloir regarder de très près dans les années, voire dans les mois à venir, si dans certains cas, pour certains types de représentations évoluées, évidemment statiques, si le fait de pouvoir imprimer facilement des maquettes à façon et de façon complètement autonome ne va pas aussi nous amener à découvrir d'autres façons de faire, d'autres façons de cartographier l'information. Voilà. Donc, on est presque à la fin de l'exposé. Donc là, je vous ai donné quelques pistes sur l'utilisation de la 3D en cartographie de l'information. Maintenant, on va reverser la charge de la preuve et on va voir qu'est-ce que peut apporter la cartographie de l'information aux nouvelles interfaces 3D. Vous avez ici représenté un modèle qui illustre la cartographie de l'information. C'est-à-dire que c'est le modèle qui est issu de la thèse de Christophe Tricot sur la cartographie sémantique. Christophe est maintenant chez Onomia.
Et il a synthétisé ce modèle parce que ce qui est important en matière de cartographie de l'information, c'est que la carte est un processus dynamique. Et un processus dynamique entre trois espaces: l'espace informationnel, de représentation et de visualisation. L'espace informationnel, c'est tout simplement le corpus sur lequel vous travaillez, que vous allez cartographier. L'espace de représentation, alors c'est un petit peu moins intuitif, mais rappelez-vous que quand vous voyez par exemple des cartes de type, des cartes de l'info de type carte de métro, carte périodique ou territoire imaginaire, mais en fait il y a une représentation, il y a une métaphore, il y a une analogie qui est utilisée. Et évidemment, ça peut être le plan de métro, ça peut être la carte périodique, etc. Pour aboutir au final à l'espace de visualisation. Alors évidemment, en tant qu'utilisateur, généralement, on voit que le premier est le troisième. C'est-à-dire, on sait d'où on part, et ce qui nous intéresse, c'est la visualisation. Et ce qu'il y a au milieu, c'est généralement implicite, on n'a pas besoin de vraiment travailler à ce niveau-là. Par contre, quand on conçoit des cartes, des systèmes, c'est vraiment l'espace qui est le plus important. Et un des problèmes, pour moi, et on va voir, ça sera peut-être l'objet d'un débat avec David et puis avec vous, c'est que devant la virtualité immersive appliquée à la cartographie de l'information, on a parfois, voire souvent, le sentiment de se retrouver un petit peu en mode chasseur-cueilleur. Et le problème, c'est que dans l'industrie, dans nos industries, ça c'est une vieille métaphore, mais qui est toujours utile, il faut être au stade au moins agriculture et si possible industriel. C'est-à-dire qu'il faut avoir des résultats stables, reproductibles, y arriver avec un coût minimal. Donc pour moi, l'enjeu des nouvelles, si la cartographie peut apporter et doit apporter quelque chose aux nouvelles interfaces 3D, c'est bien cette idée-là de dire attention, il faut que la 3D ne se contente pas d'être n'importe quelle réalité, mais que derrière, il y ait une véritable métaphore reproductible, réutilisable, et il ne faut pas se tromper non plus que, comme vous savez, le cerveau travaille tout le temps. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement au moment où vous êtes dans la fouille de données, la recherche de l'information, mais votre cerveau va aussi travailler pendant que vous dormez, pendant que vous faites autre chose. Et si vous lui donnez la possibilité de travailler avec un espace de représentation, une analogie, une métaphore, etc., je pense que le processus sera d'autant plus efficace. Voilà, j'en ai terminé en ce qui me concerne. Merci beaucoup, Claude, à chaque bonheur. Donc on va continuer la conférence. Donc là, pour l'instant, on a eu le point de vue de la personne qui se place, qui manipule chaque jour de l'information pour faire de la cartographie. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir le point de vue inverse. On a David Nahontre d'Assosystème qui, lui, utilise chaque jour des systèmes immersifs, pas simplement pour manipuler de l'information conceptuelle, plus généralement pour manipuler de l'information réelle, à l'intérieur d'avions. Bon, voilà, il est dans le concret et il connaît tous les avantages de cette technologie. Donc c'est intéressant maintenant d'avoir son regard sur le thème d'aujourd'hui. Merci Laurent, merci Claude aussi pour cette introduction. Bonjour tout le monde. Donc voilà le sujet, on a parlé de virtualité immersive. J'imagine que vous comprenez bien ce que c'est que cette chose-là, plus précisément. Donc, ça va faire l'objet d'une partie de ma présentation. Voilà en gros ce que je vais vous présenter, parler un petit peu du groupe d'Assosystème et de deux marques, je pense, qui sont celles qui sont intéressantes pour votre communauté, donc 3D-VIA et Exaïd, et puis évoquer un petit peu comment DS, Assosystème, se positionne autour de ces industries-là, qui ne sont pas des industries sur lesquelles on est traditionnellement présent. Puis donc vous parler plus spécifiquement de IVY, Immersive Virtuality, qu'est-ce que c'est que ça, et qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que ça change d'un point de vue sensoriel, d'un point de vue cognitif. Et puis voir donc comment on va pouvoir imaginer décliner des usages qui sont connus dans d'autres industries, dans lesquelles ces technos immersives ont la valeur, et qui peut-être peuvent apporter de nouvelles perspectives dans les systèmes d'information. Alors
Alors d'AC System, vous les connaissez sûrement à travers plutôt voilà, des avions, des voitures, éventuellement de l'architecture. En fait, c'est effectivement historiquement à gauche, là où est née l'activité de ce groupe, mais qui aujourd'hui s'oriente vers des usages qui sont tout à fait nouveaux et différents, et dans lesquels finalement, d'une certaine manière, l'information, on va dire, plus intangible est en train d'être de plus en plus importante. Donc on va jusqu'à des services, c'est-à-dire des contextes où il n'y a potentiellement pas du tout d'information dure, mais par exemple aussi des industries comme celle-là, où la connaissance est extrêmement importante, tout ce qui est formule, etc. Donc ce sont des industries, entre autres, qui ont motivé l'apparition de le rachat d'Exalib, en fait, au sein du groupe. Voilà. Et cette dynamique-là, en fait, elle s'inscrit dans la poursuite chez DS d'une initiative qui tend à essayer d'étendre le champ des usages du groupe vers, en fait, le consommateur final. DS était surtout dans une approche B2B, et là, on est vraiment dans une approche B2B2C, voire B2C, où on veut adresser davantage de population, aussi des données qui sont des données sur lesquelles on ne nous attend pas a priori, et avec des usages et des technologies qui sont clés, ce qu'on appelle entre autres la lifelike experience, dont je parlerai plus en détail juste après, et bien sûr search-based applications, comme a pu le décrire Jean-Marc Lazare pour ceux qui étaient là à la conférence juste avant. Alors si je fais un petit focus sur la sphère verte qui représente donc la lifelike experience, on voit qu'on joue sur trois dimensions, des dimensions donc, qui sont, on va dire, assez traditionnellement présentes dans le jeu vidéo, par exemple ici. C'est-à-dire comment, avec la 3D interactive, on est capable de raconter des histoires, d'emmener l'imaginaire d'une personne avec elle, on va dire. Voilà. L'autre dimension, qui est une dimension clé, qui est vraiment celle vers laquelle DS s'oriente de plus en plus. On parle même de PLM 2.0, mais de toute façon, même parler de PLM, Product Lifecycle Management, c'est connecter en fait entre eux des populations pour les faire travailler ensemble. Et donc, à la limite, les collaborateurs sont déjà des êtres sociaux entre eux. Dans notre perspective d'atteindre des nouveaux publics, entre autres le grand public, la dimension sociale ou sociétale est encore plus importante. On va parler de co-design, design ascensionnel, il y a des spécialistes dans la salle qui se reconnaîtront, et où évidemment DS entend mettre à contribution les réseaux sociaux dans des phases de co-création, de co-conception, entre autres. Et ce dont on va parler un petit peu plus ici, qui est le domaine dont j'ai la responsabilité, c'est toute la dimension perceptive, sensorielle et immersive des usages qu'on peut faire de cette lifelike experience. Alors voilà la définition en gros de ce qu'on entend par ce domaine-là. Alors je vous laisse le lire en parallèle si vous voulez. Je vais l'expliquer un petit peu plus. Pourquoi inventer un nouveau terme, immersive virtuality, ça se mieux en anglais d'ailleurs qu'en français. C'est parce qu'en fait on utilise un petit peu trop le mot réalité virtuelle à tout va, et entre autres pour désigner ce qu'est finalement peut-être tout simplement de la 3D interactive, voire une représentation en 3D de quelque chose qui existerait dans le réel et qu'on est en train de fabriquer en virtuel. Sauf qu'on est en train d'oublier une dimension essentielle de ce pourquoi la réalité virtuelle a été inventée, et son essence, c'est la capacité à recréer de la présence, c'est-à-dire un sentiment et un ressenti qui est quelque chose de bien différent de simplement regarder. Et cette présence, elle va naître en fait de cette boucle action-perception. L'utilisateur va agir avec un périphérique quel qu'il soit, si possible avec son corps, et l'expérience va réagir. Et si cette boucle action, l'expérience réagit, et le résultat est que l'utilisateur va percevoir le résultat de son action. Et si cette boucle sensorimotrice se déroule dans un temps qui tient dans quelques dizaines de millisecondes, on va voir apparaître quelque chose de particulier, entre autres dû à des facteurs comme ce que les Anglais appellent agency, l'agentivité. On va vraiment avoir l'impression qu'on fait partie du système.
Et du coup, ce qui va se passer, c'est que on va adresser une partie de notre cerveau qui est pas la partie, on va dire, traditionnellement adressée par un petit écran, un clavier, une souris, qui est le cortex, mais on va s'adresser à quelque chose de plus intérieur. J'en profite pour recommander aux gens que ces dimensions-là, neurosciences, intéressent ce livre que je présente en général dans beaucoup des interventions que je fais, parce que d'abord c'est un... Roland Jouvent, donc, qui est à la Salpêtrière, utilise la réalité virtuelle pour faire des expériences sur le cerveau, sur la perception, sur la cognition, tout simplement en exposant un patient, même une personne qui n'a pas de pathologie particulière, un certain nombre d'artefacts. Et il va voir par exemple comment cette personne réagit, et faire des mesures. Je donnerai un petit exemple juste après. Donc ces gens-là, des neurosciences, utilisent beaucoup la réalité virtuelle dans la capacité qu'ils ont à créer des expériences grâce au virtuel qui sont reproductibles et sur lesquelles on peut mesurer des choses de façon précise et du coup faire des analyses. La fréquentation de cette population nous a donné, nous, personnes qui faisons des logiciels autour de l'immersion, une culture aussi et une compréhension de ce qu'est la machine humaine en fait, qui est donc au centre de la boucle. C'est une science un peu compliquée parce qu'effectivement, ce n'est pas uniquement une science technologique, c'est une science de l'homme, au final. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ce qu'on essaie de redresser à travers l'immersive virtuality, c'est ce que donc Jouvent appelle le cheval, par opposition au cavalier qui représenterait davantage le cortex. Et le cheval, c'est une partie de nous qui a une certaine autonomie, qui dialogue avec son cavalier, mais qui, toute seule, est capable de prendre des décisions, d'avoir des réactions. Et donc, Jouvent prend l'exemple, par exemple, du fait que si on a un bus qui nous arrive dessus parce qu'on est en train de traverser, dehors des clous, tout à coup, on va sauter pour l'éviter, et on ne s'est pas posé la question de savoir, attends, là, il y a un bus qui arrive, il va à 122 km/h. Voilà, on prend des décisions qui sont complètement indépendantes de notre réflexion. Et ça se situe dans une partie de notre cerveau qui est beaucoup plus intérieure. Et c'est ça qu'on va chercher à stimuler, à solliciter à l'intérieur des expériences immersives. Une des anciennes thésardes de Jouvent, Isabelle Diodelmont, qui est CNRS, qui travaille à l'IRCAM, a mené des études assez poussées justement sur l'intégration multimodale et sur le fait que par exemple, les temps de réaction, je ne vais pas vous détailler tout le système, mais sont éminemment réduits lorsqu'on présente à une personne, par exemple. Donc là, il s'agit d'une expérience où on demande de réagir pour savoir si ce qu'on nous présente, c'est un téléphone ou une grenouille. Et la grenouille, elle peut faire un bruit de téléphone des fois, et le téléphone peut faire un bruit de grenouille. Et on demande aux personnes de réagir. Bon, je ne fais pas tout le détail, mais le résultat est que si on présente que les grenouilles toutes seules, enfin que l'image toute seule, ou que le son toute seule, le temps de réaction pour identifier si c'est une grenouille ou c'est un téléphone va être en gros 2 fois plus long que lorsqu'on présente de façon conjointe et cohérente le son et l'image qui correspondent. Alors on a parlé d'intégration multimodale, de sensoriel, et finalement on a parlé surtout là de son et d'image, qui est finalement pas très nouveau, parce que dans le cinéma on fait du son et de l'image depuis très longtemps, et on les corrèle, et la corrélation de ces deux facteurs crée quelque chose de beaucoup plus présent. Mais il existe tout un tas de périphériques, tout un tas de technologies, plus ou moins répandues, plus ou moins démocratiques, mais qui permettent d'adresser différents sens, et en particulier beaucoup de sens du toucher. Bon, je ne vais pas vous proposer d'imaginer qu'on pourrait goûter des données, ça c'est peut-être pas le truc qui va marcher demain. Les sentir, à la limite, pourquoi pas, mais ce sur quoi je veux essayer de vous amener, c'est de se dire qu'avec ces technologies-là, en instrumentant le corps de la bonne manière, on va pouvoir créer un exercice, enfin une expérience dans laquelle les données vont avoir du sens parce qu'on les perçoit avec nos sens. Voilà. Et du coup, je vais essayer de vous proposer ce petit modèle-là en rebondissant un petit peu sur ce qu'a dit Jean-Marc Lazare, mon collègue Zalid,
qui parle de Trusted Search. En fait, ce que je pense être un des scénarios jouables, c'est de se dire qu'en couplant un moteur de recherche, par exemple, mais d'autres moteurs, on verra, avec l'utilisateur, avec l'interaction, on va arriver à une proposition qui est bien plus riche que la simple visualisation. En fait, je pense qu'un petit exemple vaut mieux qu'un long discours. Je suis sur un moteur de recherche, Xali ou Google, tout simplement, et si je commence à taper une requête, voilà, le système commence à... Je tape un mot de recherche, mais en fait, le système a déjà envoyé une requête et a déjà proposé finalement un contexte dans lequel je vais pouvoir soit directement aller chercher la terminologie qui m'intéresse, ou continuer d'itérer. Voilà. Donc là, on a un couplage entre un moteur de recherche et l'utilisateur à travers une interface qui est purement 2D. Alors, qu'est-ce qui se passe si on essaie d'étendre cette idée-là? Je pense que la littérature est pleine d'exemples de ce genre-là. Moi, j'aime bien le Visual Thesaurus, qui est sorti finalement il y a déjà plus de 10 ans, je pense, qui était un des tout premiers systèmes qui couplait, je vous montre juste une vidéo, comme ça me permettra de parler en même temps. Voilà, donc c'est un système qui permet de se balader à l'intérieur d'un corpus de mots et qui est basé sur voilà, un système qui est à la fois visuel et dynamique au sens physique. On voit que les différents objets qui sont là ont un comportement qui reprend des logiques d'attraction, de répulsion et de choses comme ça. Donc là, on a une cartographie qui est complètement dynamique et qui est complètement couplée avec le comportement de l'utilisateur et avec en plus une existence spatiale qui reprend des fondamentaux du réel. Et en ce sens, c'est quelque chose du coup très compréhensible, puisque notre cerveau, il est surtout fait pour comprendre le réel. Et donc on va réduire, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais c'est vraiment ça la proposition ultime, c'est on va réduire la charge cognitive, c'est-à-dire qu'on va essayer de solliciter le moins possible notre cortex, qui est certes très puissant, mais qui est beaucoup plus fatigant à utiliser, beaucoup moins rapide que notre cerveau limbique, qui est beaucoup plus intuitif. Alors on va aller un tout petit peu plus loin autour de... et augmenter encore une dimension à travers un exemple qui est en fait une application que j'ai développée sur une vie précédente au sein de la société ZA Production, et où entre autres on faisait de la scénographie interactive, des interfaces multimédia, et un de nos projets s'appelait le tunnel des voyages. C'était entre autres soutenu par Créanet, qui était une branche ça s'appelait pas Orange, ça s'appelait France Télécom R&D. Et l'objectif de cette démo, parce que finalement c'était qu'une démo, mais c'était un concept, donc vous pouvez aller, si vous avez Reel Media, parce que c'était une époque où la vidéo en ligne, ça passait par Reel Media. Donc on n'a que cet enregistrement, et je ne vous le mets pas à la taille réelle, si je vous la mets à la taille réelle, voilà ce qu'on était capable d'avoir comme résolution sur le net. Mais peu importe. Cette application consistait à se balader dans un univers fait d'images correspondant à des destinations de voyage potentielles. Il y avait, je crois, 200 ou 300 images. Et était destiné à des personnes qui voulaient, dans une agence de voyage, n'avaient pas d'idée préconçue de où ni quoi faire pour leurs vacances. Et donc ils allaient sur une borne avec juste un joystick et on leur proposait de creuser à l'intérieur d'une base de cet espace 3D. Donc en appuyant sur un bouton, on voit devant l'écran cette galerie se creuser. Et au bout d'un moment, on demandait à la personne, si tu as envie d'une proposition, clique sur le bouton, et le système lui proposait une page web. Voilà, donc trekking au Népal, en l'occurrence, tout à l'heure on avait, je ne sais plus, du canyoning. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'est pas du tout dans une image de trekking au Népal. On est dans une image d'un grand espace sauvage, des choses comme ça. Et c'est parce qu'en fait, derrière, il y a bien un moteur sémantique. Je vais rester là sur la démo et juste vous montrer un petit peu ce qu'on faisait à l'arrière. Voilà. Mais donc, on avait indexé l'ensemble de ces images en fonction d'une quinzaine de critères. Alors, c'était fait à la main.
Et on faisait un espèce de profil dynamique pour essayer de qualifier en fait le contenu et essayer donc d'accompagner l'utilisateur en lui faisant des propositions et des suggestions en permanence, en temps réel, autour du contexte dans lequel il était. Voilà. Alors cet exemple, il me paraît intéressant, entre autres parce qu'il illustre à nouveau comment en couplant un moteur donc de sémantique, d'intelligence, plus une représentation spatiale en 3D, on arrive à faire émerger un usage qui est nouveau, enfin, plus très nouveau parce que cette expérience a 12 ans, plus de 10 ans, mais en tout cas il y a une proposition de valeur qui me paraît être intéressante à explorer. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait essayer d'imaginer finalement qui aille encore plus loin, c'est-à-dire qui utilise l'IV, c'est-à-dire qui implique le corps encore plus à l'intérieur de systèmes plus immersifs, plus interactifs. Voilà. Alors j'ai extrait finalement 3 exemples à travers les images là, qui sont statiques pour vous parler finalement de ce qui se fait dans 2 industries. Mais juste avant, je vais vous commenter un petit peu la vidéo qu'on est en train de voir en bas à droite et qui du coup va vous donner va vous montrer qu'en fait c'est pas de la science-fiction, on n'est pas dans Minority Report, qui était vraiment un vrai bon, excellent fake vu l'époque, mais là on est sur des systèmes qui existent et qui sont déployés, donc typiquement là chez PSA au centre de design à Vélizy, ils ont un ensemble de systèmes assez haut de gamme effectivement, qui permettent d'explorer différentes phases du processus de conception et de fabrication de véhicules automobiles pour des populations diverses, de gens qui conçoivent, de gens qui cherchent à comprendre des problèmes qui peuvent exister. Voilà. Je vous montre surtout cette vidéo pour que vous voyez un certain nombre des technos qui existent. Donc on sait typiquement instrumenter, donc une des composantes fondamentales de la réalité virtuelle en tant que telle, c'est le fait d'adapter le point de vue à la position de la personne. Donc on l'a vu et on va le revoir je pense, mais quand la personne se déplace, bouge, fait ce genre de mouvement, ce qu'elle va voir sur un grand écran en relief par exemple, c'est véritablement une perspective qui serait exactement celle qu'il aurait s'il était dans un vrai monde réel et qu'il avait effectivement bougé la tête en vrai. Donc on a vraiment couplé le corps avec au moins la partie visuelle et la partie mouvement, ce qui fait qu'on a un sentiment, une perception qui est extrêmement réaliste en termes de ressenti. Je vais laisser tourner un tout petit peu la vidéo parce qu'elle va nous montrer aussi d'autres technologies qui sont très intéressantes et en particulier ce qu'on appelle donc l'haptique. Je n'ai pas parlé très en détail tout à l'heure, mais l'haptique c'est donc ce qui permet de recréer une sensation de force en particulier. Donc on va utiliser... Allez, accélère la vidéo aussi. Mais on va utiliser différents types de systèmes, donc c'est pas ce qu'on voit là, excusez-moi. On va avoir des systèmes en fait qui peuvent être des bras articulés, et on va avoir d'autres systèmes qui sont des systèmes à câbles, avec des tendons en fait, ils appellent ça des tendons. Donc c'est toujours pas dans la vidéo, mais c'est pas grave. Je bois. Sur un système un peu moins haut de gamme, un peu moins complexe, c'est juste un grand écran en relief de très bonne qualité et qui du coup permet d'avoir... Alors évidemment ça c'est un fake, c'est juste pour communiquer. Hein, l'idée c'est que les gens vont percevoir quelque chose qui sort de l'écran, mais évidemment vu de l'extérieur ça ne sort pas de l'écran. Il ne faut pas se laisser abuser, des fois on voit des vidéos extrêmement fabuleuses sur le net, on se dit ouais c'est génial. En fait c'est génial en vidéo,
mais la user experience en tant que telle, elle est totalement inutile. Alors, avant que je rate... Oui. Voilà. Donc ça, c'est un bras retour d'effort qui est fait par la société Apsion, qui est mon partenaire, et qui permet donc d'avoir un retour de force, un retour de sensation, c'est-à-dire avoir le sentiment que je suis en train de toucher effectivement quelque chose. Très utilisé en particulier dans ce type de scénario où on va essayer de faire rentrer par exemple une pièce mécanique à l'intérieur par exemple d'une portière, un lave-glace ou je sais pas quoi, un moteur. Et évidemment, si on n'est pas capable lors de l'assemblage final de la pièce de la monter, bah, le design il est pas bon, quoi. Donc c'est pour anticiper justement finalement la phase de montage et d'assemblage qu'on a besoin de ce type de technologie. Bon, bah, je crois que je l'ai raté, mais c'est pas très grave. Je vais vous parler surtout maintenant des deux autres usages dans lesquels ce type de techno est utilisé, et c'est sur des terrains et des données qui sont un peu plus abstraites que justement des données mécaniques et tangibles, puisque je vous disais en introduction qu'on allait vers ce type de choses. Alors des molécules, typiquement le docking de molécules, c'est-à-dire l'étude finalement de comment une molécule va pouvoir s'insérer au sein d'un récepteur, soit pour l'activer, soit pour l'inhiber. Et ben, c'est quelque chose qui est fait typiquement en 3D, interactif, de plus en plus. Et il commence à y avoir pas mal de gens qui tentent des expérimentations en 3D immersive, avec potentiellement même du retour d'effort, comme je le disais, parce que c'est beaucoup plus simple, finalement, d'avoir cette intuition, d'avoir ce côté naturel où on va essayer les choses et où notre corps, comme je le disais tout à l'heure, va fonctionner 100 fois plus vite, je ne sais, que si on avait besoin de réfléchir, parce qu'on est dans l'instinct, on est dans l'action extrêmement directe. Et autre exemple qui est alors encore plus abstrait en termes de données, et encore plus intéressant en termes d'usage, c'est l'exploration minière, sismologique, et en particulier pour tout ce qui est recherche en fait de champs de pétrole. Il y a des enjeux financiers évidents cet an dernier. Comment, à partir donc de relevés sismographiques, on fait une grosse échographie en fait, de la Terre, avec des sonars, des systèmes comme ça, pour ramener des quantités de données absolument monstrueuses. Et à l'intérieur de ces données-là, il y a peut-être du pétrole. Et le gros enjeu, c'est de le trouver, ce pétrole. Donc on va aller mettre des experts, des gens dont le métier est d'avoir acquis au cours du temps une connaissance très très fine qui est impossible de mettre dans un système expert, de façon très très compliquée. Et en plus, les données qu'ils ont analysées sont énormes. Donc si on commençait à les mouliner, il faudrait tous les ordinateurs de la Terre pendant un siècle pour arriver à calculer ces données-là. Et du coup, on va faire un couplage entre l'utilisateur et les données. Et donc l'utilisateur est dans un système immersif, comme celui-là, Cave ou autre, et il va aller déplacer des plans de coupe à l'intérieur de cet espace, va aller naviguer, va aller parcourir cet espace et essayer d'aller cerner un endroit où il a l'intuition et le sentiment qu'il y a effectivement quelque chose à faire. Et là, il va isoler une zone et il va dire là, lancez-moi un calcul là-dessus. Ou rechargez-moi des données plus précises qui correspondent à cette zone-là, etc. Donc là, on a couplé et utilisé les capacités de l'utilisateur et son intuition et ça. Voilà. Et je pense que c'est vraiment ça la proposition qu'on fait là. C'est de se dire qu'il y a des nouvelles façons d'exploiter la 3D, cette fois-ci en étant vraiment à l'intérieur, et que de la présence à l'intérieur des données pourrait naître un insight, une intuitivité qui pourrait révéler dans des magmas informationnels des données qui auraient du sens et qui autrement ne pourraient être révélées. Et ben, je crois que j'en ai fini. Merci. Merci beaucoup David Naon pour cette présentation. Donc pour prolonger un petit peu cette conférence avec des questions et un débat,
Je vous demanderai simplement de centrer bien vos questions sur pas seulement la visualisation d'informations ou la gestion d'informations ou la réalité virtuelle, parce qu'on trouvera des exemples facilement, mais bon, d'après ce qu'on a vu à la fois avec Claude Aschenbrunner, qui nous disait que le système de navigation dans l'information en 3D jusqu'à présent n'avait pas forcément bien fonctionné. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. On a peu vu d'exemples très pertinents. On a cette nouvelle opportunité avec les systèmes immersifs. Manifestement, ça permet à la fois d'utiliser des interfaces qui sont beaucoup plus intuitives parce qu'on va se déplacer avec son corps et on va interagir avec l'information en temps réel. Donc, et en même temps, on va pouvoir appréhender de grands volumes d'informations, c'est ce qu'on a vu sur le dernier exemple, puisqu'on va être entouré par l'information, donc on ne sera pas simplement sur un écran qui, même s'il fait 50 cm de diagonale, on sera vraiment entouré par une masse d'informations, on pourra interagir avec elle, donc naviguer dans cette information. Voilà, je ne sais pas si ça soulève en vous des questions ou des interrogations ou des remarques, mais on a quelques minutes pour en parler, donc je vous invite à poser des questions et je ferai le porteur de micro. Voilà. Bonjour, est-ce qu'il y a des exemples d'interfaces d'IHM pour naviguer dans les informations aujourd'hui, ou est-ce que c'est comme quelque chose qu'il faut encore inventer en fait? d'IHM immersif, d'accord. Pour les données, ben, je pense qu'il y a... Finalement, Claude est peut-être plus à même de répondre que moi, parce que finalement, on parle de la couche du milieu dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les métaphores ou les logiques qui vont pouvoir transformer une donnée qui est très très brute en quelque chose de perceptible. Donc il faut au moins en faire une représentation en 3D. Et je pense que c'est vraiment le sujet aussi d'Exalid, qui l'a décrit tout à l'heure dans sa présentation, qui est finalement de recréer des flux et de recréer quelque chose de plus structuré à partir d'une masse informe. Sauf qu'ils le font plutôt avec du calcul. Et peut-être que la proposition ici d'utiliser l'immersion, c'est d'avoir besoin de moins de calcul et que le calcul il se fasse aussi potentiellement dans le cerveau et dans la tête de l'utilisateur. Voilà. Je sais pas. Oui, moi ce que je peux dire en complément, c'est qu'on a un problème ici, parce qu'il y a sans doute des exemples, mais pour l'instant, je pense qu'ils sont cantonnés essentiellement dans le domaine du militaire, renseignement, war room, etc. Donc c'est très difficile d'avoir des exemples concrets sur ce qui se fait. À un moment donné, la littérature scientifique américaine, notamment dans le domaine de la visualisation, il y avait des choses qui arrivaient à passer. Et puis j'aurais tendance à dire qu'après le 11 septembre, là, on a vraiment plus vu grand-chose. Donc il y a certainement des choses. Et pareil, il y a certainement des très grosses entreprises qui utilisent ce genre de choses. Mais c'est pareil, c'est ultra confidentiel. Donc on a peu d'éléments pour l'instant. Il y a quand même un entre-deux. Le fantasme absolu, c'est vraiment de travailler sur des données complètement abstraites, enfin, qui n'ont pas d'existence tangible, qui ne sont pas rattachées véritablement à des espaces réels. En revanche, on a beaucoup d'exemples d'ailleurs qu'on démontre sur notre stand à travers 2-3 applications, qui sont des espaces physiques, qui sont des portails vers l'accès à l'information. Donc en particulier, on a un centre de calcul IBM nous a demandé de faire une expérience dans laquelle on va aller pouvoir accéder aux données qui sont attachées à un centre de calcul, et l'interface, c'est le centre de calcul lui-même. Donc en fonction de l'endroit qu'on est en train de cliquer ou de regarder, on a des données qui se révèlent, mais on est plus dans la cartographie qu'on a mis en 3D et pas quelque chose d'aussi riche et itératif que l'exploration telle qu'on l'a décrit. Enfin, c'est vrai qu'il y a une utilisation grand public qu'il ne faut pas oublier ni négliger. C'est effectivement Google Maps, qui permet effectivement, et qui maintenant est disponible sur une clé USB, et notamment aux États-Unis et pour les militaires. Vous pouvez emporter votre propre vision du globe terrestre quasiment sur une clé USB et avoir juste le territoire qui vous intéresse et pouvoir ainsi le fouiller en permanence. Mais ça reste effectivement que des données spatiales et géographiques. Et c'est pas tout.
Donc en résumé, on a des informations géolocalisées, ça fonctionne évidemment. Il y a pas mal d'exemples, en effet il y a des démonstrations qui sont intéressantes. Celle du data center en particulier, on voit les informations critiques, donc les serveurs critiques sur lesquels il y a des données, ils apparaissent avec plein de points rouges, et puis les serveurs qui sont moins critiques avec des points verts. Mais pour quelqu'un qui va faire une opération de maintenance dans le data center, c'est super important de savoir qu'il y a des serveurs qu'il ne faut pas toucher sans avoir répliqué au moins 3-4 fois. Et puis sinon, pour naviguer dans de l'information conceptuelle, comme on le fait avec des cartes mentales, bah, il y a de la recherche, et puis c'est vrai qu'il y a des applications militaires auxquelles on n'a pas forcément accès ou qu'on ne peut pas montrer ici. Une autre question? Remarque? Vous y croyez ou pas? C'est ça, on fait un petit sondage. Est-ce que vous imaginez chercher de l'information avec une interface 3D immersive? Alors c'est une question un peu difficile parce qu'on n'a pas un stand avec... on a des stands qui font de la réalité virtuelle, je vous invite d'ailleurs à aller les voir, mais on n'a pas de stand immersif aujourd'hui. C'est une expérience bien particulière, mais est-ce que vous imaginez au moins chercher de l'information avec des systèmes 3D aujourd'hui? Non, et enfin non, pour une raison que j'essaye désespérément d'analyser, c'est pas très simple, mais je me demande si on ne fait pas une confusion, en particulier avec cette affaire d'espace de représentation, entre le niveau d'analyse de l'information et le niveau et la recherche simple, la recherche simple et pure. En particulier, alors je sais bien que les deux sont proches, l'analyse et la recherche. Pour rechercher, on fait déjà un peu d'analyse, mais on comprend très bien que pour la recherche sismique, par exemple, on puisse utiliser des représentations graphiques pour véritablement faire de l'analyse, c'est-à-dire aller chercher là où, en fonction de toutes les connaissances emmagasinées par un individu, là où on peut avoir des chances de trouver du pétrole ou une recherche d'information basique, basique au sens information textuelle, mais dans une masse énorme, donc pas forcément basique, pas forcément simple, c'est quand même assez différent. Merci pour la contribution. S'il y en a d'autres qui ne croient pas vraiment, oui, vous aviez quelque chose à ajouter? Je vais essayer d'être précise parce que ça apporte beaucoup de questions et en même temps beaucoup d'interactions. Je viens d'un milieu médical et en fait, je sais que les sensations sont dues à un apprentissage du cerveau. Et en même temps que je vous entendais, je me rappelais de cette histoire des personnes qui souffrent d'un membre fantôme. Donc en fait, on peut imaginer effectivement un apprentissage de navigation dans un monde complètement virtuel, mais ça demande un apprentissage. Et en même temps, on ne peut pas leurrer indéfiniment ses sens. C'est bon. C'est pas très clair ce que je vous dis, mais c'est... j'ai l'impression qu'il est effectivement possible de créer un monde où on puisse trouver des gisements d'informations, mais ça demande un apprentissage. Et ensuite, on ne peut pas uniquement s'appuyer sur ses sens, il faut aussi l'analyse. Sinon, on n'est pas en mesure de tirer tout ce qu'il en faut. J'espère. Oui, non, je suis absolument d'accord. Et en fait, ça fait référence un petit peu à ce schéma-là. C'est que finalement, le ressenti, l'immersion, en fait, Philippe Fuchs, par exemple, qui a beaucoup écrit sur ce sujet, il parle d'immersion fonctionnelle, qui est la résultante en fait d'une immersion sensorimotrice, c'est-à-dire celle avec le corps, et d'une immersion cognitive, qui est celle avec le cerveau. Et c'est un couplage des deux. Donc il n'y a pas d'immersion purement sensorimotrice, sinon ça s'appelle c'est un roller coaster, c'est un parc d'attractions. Voilà, on est uniquement dans de la stimulation sensorielle. Il n'y a pas de stimulation. Le purement cognitif, c'est joli, un roman de fiction, et je me fais toutes les images de la Terre, et c'est extrêmement puissant, hein. C'est même des fois bien supérieur à un film. Voilà. Mais là, on est dans un usage évidemment qui allie les deux, quoi. Donc il y a de la connaissance, il y a un a priori, il y a une motivation aussi qui
peut venir de la dimension sociale. C'est très important comment la dimension sociale vient nourrir l'envie et la motivation à être immergé, à aller vers ces applications, il ne faut pas l'oublier. Mais évidemment, les émotions, entre guillemets, naissent, jaillissent, j'ai fait un mélange des deux, de la conjonction entre la partie profonde de notre cerveau et une partie plus au-dessus. Sachant qu'on peut provoquer cette situation-là. Il y a quelque chose dont je n'ai pas eu le temps de parler dans ma première présentation, et c'est vous, avec votre idée d'apprentissage, qui me l'a remis en mémoire, justement. C'est qu'en fait, il y a une très vieille technique cognitive de l'humanité, qu'on a un peu oubliée, mais que finalement, quelque part, on va peut-être retrouver avec ces formes de réalité immersive, qui date donc de l'Antiquité, qui a été utilisée de manière intensive durant tout le Moyen-Âge, on va dire grosso modo jusqu'à l'invention de l'imprimerie. Ça s'appelle les palais mentaux. Et en fait, parce que le problème que l'humanité avait à résoudre à ce moment-là, c'est qu'évidemment, il n'y avait pas d'imprimerie, donc la connaissance circulait, on retrouve les réseaux sociaux à travers les hommes, notamment au Moyen-Âge, à travers la circulation des moines à travers l'Europe. Et que faisaient ces braves gens, les intellectuels de l'époque? Ils n'apprenaient pas par cœur les 12 tomes d'Aristote, ils avaient des techniques, mnémotechniques, pour justement retenir les choses sans apprendre par cœur. Et donc, en 2 mots, l'histoire des palais mentaux, c'est vous prenez l'univers où vous viviez habituel, donc typiquement pour eux, c'était le palais ou le monastère, et vous rangez, vous cheminez comme ça mentalement, vous avez votre chemin habituel de promenade, et dans chacune des pièces, ou des endroits, vous rangez des images frappantes, humoristiques, sexuelles, ce que vous voulez, et en fait vous faites une analogie évidemment entre cette image et le concept ou l'information que vous avez à retenir. Donc qu'est-ce que ça nous apprend ça? Déjà 2 choses. C'est une technique qu'on a du mal à pratiquer maintenant parce qu'en fait il faut être entraîné dès l'adolescence à ce genre de choses. C'est pas du tout évident de s'y mettre à l'âge adulte. Donc on retrouve effectivement la notion d'apprentissage. Et c'est aussi peut-être, alors là c'est une piste que je lance, on verra, mais par rapport justement à ces nouvelles virtualités, etc., est-ce que ça, c'est pas quelque chose qu'il va falloir reparcourir et réorienter aussi la réalité immersive, etc. Pas simplement sur la fouille de données, la découverte d'informations, ce qui a certainement tout à fait sa place et sa rationalité. Mais il y a un moment où il va falloir peut-être aller plus loin pour mieux mémoriser, pour mieux être capable de synthèse, pour mieux vivre. Et peut-être qu'on va redécouvrir des très très vieilles techniques. Je réagis juste rapidement. Une bonne nouvelle pour nos exposants qui ont bravé la pluie et les transports ce matin pour être parmi nous. Il est 13h, donc si vous souhaitez restaurer un salon VIP, vous y attendez. Merci beaucoup. Tout de suite, on finit à 5 minutes. Après, on peut continuer de façon un peu informelle. Mais ce que les gens, par exemple, du Serious Game partagent, c'est qu'en fait, c'est dommage, j'ai quand même des slides autour de ça, mais le phénomène d'apprentissage, de communication, de compréhension, il est extrêmement lié au fait ou non qu'on va solliciter des parties de notre cerveau qui sont profondes. Il y a la fameuse phrase de Confucius qui dit je lis et j'oublie, je vois et je me souviens, et je fais et je comprends. I do and I remember. Et le fait de faire sollicite une partie de notre cerveau qui fait que... C'est pour ça qu'on fait des travaux pratiques à l'école. On fait des TP, parce qu'on va faire pousser des connexions.